Entretien de Monsieur Alain Barré le 27 octobre 2016 par Amélie Fabre. Donc, le parc régional organise un travail sur l'industrie entre Caudebec, Anco et Duclair. Marine Simon et moi-même, dont je suis la stagiaire, effectuant dans le cadre de sa thèse des entretiens individuels d'anciens travailleurs. Donc on va commencer le questionnaire avec des questions sur vos origines géographiques et sociales. Donc dans un premier temps, habitez-vous ici depuis longtemps? Alors moi je suis né dans la région, puisque je suis né à Barentin, qui se trouve à 10 km de Duclair. Donc pour vous situer, aux portes pratiquement du PNR-BSN. Et j'ai toujours habité dans la région, puisque mon périple professionnel, en définitive, il s'inscrit dans un périmètre de 25 km. D'accord. Donc essentiellement toute mon enfance et ma scolarité à Barentin. Et puis assez rapidement dans ma vie professionnelle, je suis venu travailler chez Christophe où j'ai fait pratiquement toute ma carrière. Et de ce fait, je me suis rapproché de Christophe pour y lire domicile. Mon épouse, elle, était native de Duclair, travaillait au parc. Oui. Donc habiter Le Trait avait du sens parce que c'était une petite commune de 5000 habitants qui offrait tous les agréments, aussi bien sportifs, culturels, les équipements publics qui nous intéressaient. Et donc on y a pu y vivre à la fois près de notre travail et puis y élever nos enfants dans une campagne urbaine, je dirais. D'accord. Donc vous êtes parti directement de Barentin jusqu'au Trait ou vous avez eu d'autres... J'ai habité pendant 1 an à Duclair, d'une façon transitoire. Et après, au Trait, j'ai habité à 2 endroits essentiellement. Et entre les 2 derniers endroits où j'ai habité, j'ai fait un long déménagement puisqu'on a déménagé de 57 mètres. D'accord. On est passé de locataire à propriétaire dans un même quartier. C'était le quartier résidentiel qui nous plaisait, donc on a pu rester à la fois dans ce même quartier et puis accéder à la propriété. D'accord. Quelle était la profession de vos parents? Alors mon père était technicien dans une industrie rouennaise. D'accord. Et puis maman était femme au foyer. Je suis l'aîné d'une fratrie de 6 enfants. On était 3 garçons, 3 filles. Donc maman a été ce qu'on appelle femme au foyer. Oui. Et puis lorsque nous avons grandi, elle compensait les départs des aînés en faisant assistante maternelle. D'accord. Elle gardait des enfants à la maison. Votre conjointe était donc travaillée au parc. Oui. Et a travaillé dans d'autres domaines? Alors, elle a eu, au cours de sa vie professionnelle, quelques années où elle a fait de l'intérim. D'accord. Et puis, elle est relativement tôt entrée au parc naturel, qui s'appelait le parc de Bretonne, dont le siège social était au Trait, ce qui donne aussi du sens au domicile qu'on avait élu, puisque donc les bureaux étaient au Trait. Et quand les bureaux se sont installés ici, là, bon, ça faisait une dizaine de kilomètres, ça restait assez jouable pour le transport. Et vos enfants, ils font des études, ils travaillent? Alors, on a 2 enfants, 2 garçons qui ont fait des études. Un qui est aujourd'hui prof de maths. D'accord. Le deuxième, il est actuellement en recherche d'emploi. Ils ont fait bac plus 3 et bac plus 5. D'accord. Au cours de votre enfance et de votre vie, quelles étaient les valeurs les plus importantes pour vous et votre famille? Alors, les principales valeurs que nous ont inculquées mes parents, c'était le respect de l'autre, le respect de son engagement,
la propreté, les éléments de propreté et du paraître étaient importants parce qu'on vivait dans un milieu modeste et maman surtout mettait un point d'honneur à ce que notre situation modeste, on ne la renie pas, mais qu'elle ne soit pas inscrite dans l'image que l'on donnait. D'accord. Est-ce que... Je pourrais développer, mais oui, c'est intéressant. Si vous avez je ne veux pas être trop bavard. Et puis, non, mais si vous avez des valeurs qui vous touchent ou qui ont touché un peu le fonctionnement de votre famille, c'est... Ah ben moi, les valeurs après que j'en ai tirées, c'est que même on était ici d'une famille modeste et je vous disais le regard des autres était important, mais même parfois peut-être un peu trop important. Oui. Hein. Mais par contre, on a dégagé des notions de solidarité, de respect des autres. Et les notions de solidarité, respect à la fois de soi, de son engagement et des autres, sont des valeurs assez fortes qu'on a aussi inculquées à nos enfants. D'accord. Quelle langue était couramment parlée chez vous? Le français. Français. Et est-ce que vous aviez une... Uniquement le français. Uniquement le français. Est-ce que vous aviez une religion particulière? Alors, mes parents étaient croyants, pas pratiquants. Oui. Donc nous on a été élevés jusqu'à la religion, dans la religion catholique, on a tous été baptisés et communiés. D'accord. Je crois qu'aujourd'hui il n'en reste plus beaucoup dans la tête de mes frères et sœurs en termes de convictions. Et, enfin moi j'ai même des convictions athées assez fortes. D'accord. Quelles études avez-vous fait quand vous étiez jeune? Alors, malgré ce qui était identifié comme des aptitudes cognitives certaines, j'ai certainement pas bénéficié de la stimulation qu'il aurait fallu. D'accord. Puis je n'ai pas trouvé la stimulation moi-même, donc j'ai pas fait d'études longues. J'ai d'abord fait des études jusqu'à un CAP de mécanique. Et plus tard, on y reviendra tout à l'heure, mais j'ai repris des études après. D'accord. À quel âge et dans quelle entreprise avez-vous commencé à travailler? Alors, j'ai commencé à travailler à 18 ans. D'accord, le CAP de mécanique, ça, vous avez terminé à 18 ans? Oui, 17 ans et demi, 18 ans, et puis j'ai travaillé aussitôt. Donc, j'ai fait 2-3 petits boulots dans des entreprises, mais alors des très très courtes périodes, jusqu'à, y compris des contrats de 2-3 jours pour les chercher, jusqu'à ce que j'ai l'opportunité de venir chez Christophe, qui était, quand on arrivait à travailler chez Christophe, c'était vécu un peu comme l'obtention du Graal, puisque c'était une entreprise qui venait de se décentraliser de la région parisienne. Alors, et donc le niveau de rémunération était largement supérieur à tout ce qui se faisait dans la région, puisque le principe à la base, c'était les rémunérations en Normandie qui valaient à celles de Paris, moins 5%. Donc il est évident qu'on avait des salaires parisiens moins 5%, on n'avait pas du tout les mêmes coûts de la vie, mêmes coûts de loyer, etc. Donc arriver à travailler chez Christophe, c'était le Graal. Et si on revient, pourquoi Christophe je ne sais pas si ça vous intéresse, mais pourquoi Christophe s'est installé ici? Oui, et pourquoi vous aussi vous êtes allé travailler là? Moi parce que j'ai regardé le marché de l'emploi qui était à l'époque beaucoup plus porteur que celui qu'aujourd'hui, on pouvait changer de boulot pratiquement tous les jours, et donc effectivement ma quête à la fois d'un travail de proximité et puis l'attrait de la rémunération, à eux deux, ça suffit pour dire tu peux aller là, ça paye mieux qu'ailleurs, c'est pas loin. Voilà. Et donc Christophe venait de s'installer, puisque Christophe s'est installé à partir des années 70 et a monté en puissance véritablement en 72. D'une part parce qu'à Paris, ils avaient une usine, plus exactement à Saint-Denis, qui commençait à être trop petite. Et puis, ils étaient en plein boom économique et en plein développement. Donc, ils avaient besoin de trouver un nouveau site industriel, y compris qui leur permette de moderniser un petit peu leur technique de production.
Et parallèlement à ça, on était dans la période de déclin et de fermeture des chantiers navals, oui. Où il y avait 2000 salariés, ce qui équivalait à dire qu'il y avait potentiellement sur ce bassin d'emploi des compétences fortes qui étaient disponibles. En plus, Christophe a pu bénéficier d'un certain nombre d'aides dans la mesure où il y avait des aides nationales à la reconversion des chantiers navals, donc ça a aussi incité l'investissement dans cette région. Donc il y a encore plein d'autres petites raisons, mais l'essentiel des raisons sont celles-là qui ont fait que Christophe s'est installé ici. Il y en a encore une autre assez déterminante, c'était la proximité avec Paris et le fait que cette région était bien connue des patrons de l'époque parce qu'ils y avaient, ils y passaient en vacances, je ne sais plus s'il y avait des attachements particuliers, donc ça avait du sens aussi de venir en Normandie pour eux. Donc voilà, rentrer chez Christophe, l'évidence c'était une entreprise qui apparaissait comme jeune, qui payait bien et qui était près de chez nous. D'accord. Et du coup, quelle a été votre carrière chez Christophe ? Donc j'ai été embauché comme technicien au service maintenance. Et là, tout à fait en adéquation avec ma formation, ça avait du sens. En quelle année du coup ? En 72. D'accord. Puisque je suis né en 54, à 18 ans, ça fait 72. Juste à la fin de l'année 72, tout début 73. Donc pendant une vingtaine d'années, j'ai été technicien à la maintenance. Donc j'ai évolué au sein du service, mais dans les qualifications qui correspondent à celles des ouvriers professionnels. À l'époque, c'était P1, P2, P3, etc. Et je n'avais pas véritablement, enfin je le dis maintenant, mais je ne l'analysais pas forcément chemin faisant, mais mon travail, je n'y voyais pas une vocation d'épanouissement dans mon travail. Ce n'était pas le but que je recherchais. Je recherchais à avoir un salaire, point. Ce n'était pas la course au plus haut salaire qui me motivait. Mais ce qui m'intéressait, c'est tout ce que je pouvais développer comme activité parallèlement au travail. D'accord. À la fois sur le lieu de mon travail, mais à la fois à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en définitive, c'était mon gagne-pain, c'était pas là-dedans que j'avais forcément envie de me réaliser, et je vivais comme ça. Alors, ça peut introduire sur tout ce que je faisais d'autre. Oui, mais est-ce que du coup vous avez évolué hiérarchiquement ? Oui, puisque j'ai fini directeur de l'usine. Donc c'est tout le parcours. Le parcours, après en 72, vous passez technicien, et après vous montez les échelons au fur et à mesure ? Oui, non, pas comme ça. Bon, alors on y reviendra peut-être parce que j'ai vu qu'il y avait des questions sur l'engagement syndical, mais disons que pour vous répondre, pendant une vingtaine d'années, je suis technicien maintenance, je m'épanouis ailleurs. Voilà. Et à la quarantaine d'années, est-ce que c'était la crise de la mi-vie, je me suis dit, peut-être y aurait-il du sens à mettre en adéquation ce que je suis réellement, ce que je sais faire, ce que je constate de mes compétences à travers les différentes activités extra-professionnelles que j'ai. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de mettre mon activité professionnelle en adéquation ? C'est où je reste technicien de maintenance, je continue à m'éclater parce que ma vie était très bien à faire autre chose, ou est-ce que j'essaye d'avoir cette cohérence ? Et c'est un peu le choix que j'ai fait. Donc à 40 ans, j'ai repris des études. D'accord. Avec du travail personnel, et puis après, par un congé individuel de formation, un CIF, qui est un moment où on est dégagé du travail, qui j'étais rémunéré, mais pour étudier. D'accord.
Et là, j'ai obtenu un diplôme de niveau licence dans l'organisation industrielle du travail. Et à cette époque-là, c'était l'expérience que beaucoup de salariés avaient quand on prenait un congé individuel de formation et qu'on changeait complètement d'aptitude. Il n'était pas forcément évident que ces aptitudes soient en cohérence avec les besoins de l'entreprise. Oui. Donc souvent le projet c'était d'envisager de chercher du boulot ailleurs. Et donc j'étais dans cet état d'esprit, en disant je finis mes études et puis je me casse. Voilà. Et quelques mois avant la fin de ma formation, c'était en quelle année à peu près? J'avais 42, ça fait 74, 75. Non, plutôt 76, 77. D'accord. Les dates pour moi sont peu importantes, à chaque fois ce sera assez fou. Donc je rencontre le chef du personnel, le responsable du personnel, pour faire un point sur l'état d'avancement de ma formation et de lui exprimer quelles étaient mes attentes et que j'allais certainement partir. Et il me dit, eh bien, il y a l'opportunité, nous cherchons un technicien en service méthode, qui était déjà qui était en rapport avec ma formation, puisque je faisais de l'organisation industrielle. Donc, j'ai fini mes études, et puis 2 mois après, j'ai intégré donc le boulot de technicien méthode. En 6-8 mois, pas tout à fait 1 an après, j'ai pris la responsabilité du service. D'accord. C'est-à-dire que ça se passait bien, il y a eu une opportunité, on m'a dit, écoute, tu peux prendre la responsabilité du service. Donc là, j'étais responsable du service méthode. D'accord. Ça a duré, je ne sais pas, 2-3 ans, et après, j'ai pris une plus grande responsabilité au niveau des services techniques, puisque en plus des méthodes, j'ai pris la responsabilité du service maintenance. Alors ça, c'était intéressant, c'était assez paradoxal parce que je me retrouvais être le chef de mon N+2 précédent. D'accord. Après, j'ai fait un passage en termes de responsable de qualité. C'est-à-dire que là, j'ai quitté momentanément les aspects techniques pour faire de la qualité. Après, je suis revenu au service technique où là, j'étais le responsable technique de l'entreprise, où j'avais tous les services, outillage, maintenance, méthode, les investissements, enfin tout ce qui était technique était sous ma responsabilité. Je suis ensuite devenu directeur de production et enfin directeur de l'établissement. Donc c'est un parcours un peu atypique qui, je sais qu'il peut-être encore est possible aujourd'hui, mais se raréfie parce que une promotion professionnelle interne est assez rare. Enfin, elle s'explique aussi parce qu'il y a eu une césure où j'ai repris des études. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ou doit être très rare, un tel parcours soit possible. Surtout qu'il est conditionné par un certain nombre de choses. D'abord, on verra tout à l'heure, mais j'ai beaucoup milité syndicalement dans l'entreprise. Et mon parcours professionnel s'est fait, à mes yeux, sans que je renonce à mes valeurs. Oui. Donc ça, c'était important pour moi, mais important aussi pour les salariés, parce qu'il y va de la crédibilité. On t'a connu il y a 10 ans, c'est ce que tu disais aujourd'hui, maintenant tu es le patron. Donc, c'est important. Donc ça veut dire que je n'ai pas renié mes valeurs. Mon parcours a paru pour l'ensemble du personnel relativement cohérent, juste, qui fait que j'ai l'impression d'avoir été reconnu légitime dans mes postes. Oui. Ce qui était aussi important, parce que sinon
c'était voué à l'échec. Donc ça, c'était les deux choses les plus importantes. Bien sûr, quand je parle de mes valeurs, il fallait néanmoins intégrer des considérations, des contraintes différentes. Les rôles ne sont pas les mêmes, mais l'attachement aux valeurs humaines n'est pas forcément contradictoire. Donc ça sous-entend une conception du management qui n'est pas que tournée vers le profit, et dans laquelle la place de l'homme est importante. Est-ce que c'était facile est-ce que vous diriez que c'était facile d'évoluer hiérarchiquement dans l'entreprise? Ou est-ce que vous êtes vraiment un cas particulier? Avec un tel gap, je suis un cas particulier. Oui, c'est vrai qu'il y a une grande différence. C'est un cas assez exceptionnel. Au sein de son... Il y avait chez Christophe peu d'évolution transversale. Il y avait la possibilité de prendre des responsabilités au sein de sa propre activité. C'est-à-dire que quelqu'un qui était ouvrier pouvait à un moment devenir chef d'équipe ou... voilà. Sinon, dès qu'il s'agissait d'accéder à des responsabilités un peu différenciantes, souvent c'était par recours à du recrutement extérieur, qui avait l'avantage d'amener des yeux neufs. Oui. Voilà. Donc toute la difficulté de la promotion interne, c'est qu'effectivement ça donne des opportunités aux salariés, ça donne un certain dynamisme, mais par contre, à un moment, le risque, c'est qu'on tourne sur soi-même. Oui. Donc, quels horaires vous aviez dans vos différents postes? Alors ça, c'est important, parce que quand j'ai été technicien de maintenance, parallèlement à ça, on y reviendra, j'avais des activités syndicales, des activités politiques, etc. Mais j'avais aussi une vie de famille et des enfants. Et les horaires de mon épouse au parc l'amenaient à finir relativement tard. Enfin, relativement tard, c'est plutôt pas avant 18h. Oui. Voilà. Et nos enfants, ils quittaient l'école à 4h30. Donc, c'était un choix que moi j'avais fait aussi, qui motivait ma carrière professionnelle, c'est que je voulais être disponible à 4h30 le soir pour pouvoir récupérer mes enfants à l'école. D'accord. Donc ça, c'était une chose très importante pour moi, c'était une des priorités. C'est pour ça aussi qu'après, à 40 ans, j'ai pu commencer à me poser la question, parce que les enfants avaient grandi, étaient autonomes, et avaient moins besoin de ma présence à 4h30. Mais donc, accompagner la fin d'après-midi de mes enfants était une chose prioritaire. Et c'était une chose prioritaire de notre couple. Parce qu'assez rapidement, Sylvie, mon épouse, a travaillé à 80% pour ne pas travailler le mercredi, pour être disponible le mercredi. D'accord. Donc, être présent auprès de nos enfants était une priorité. Et donc, une bonne partie de notre organisation, y compris professionnelle, je viens de vous le dire, s'articulait autour de ça. Donc, les horaires, j'ai connu deux sortes d'horaires. J'ai connu un peu d'horaires en quart au début de ma carrière professionnelle, où là, c'était 6h, 14h et 14h, 22h. Mais assez rapidement, j'ai fait un horaire de journée, c'est-à-dire on commençait le matin à 7h30 et on finissait à 16h30. D'accord. Je finissais à 16h30 à Yainville, les enfants sortaient de l'école à 16h30 au trait. Oui. Donc il n'était pas question que je sois disponible pour l'employeur pour faire ce qu'on appelait du RAM, des heures supplémentaires, des choses comme ça. Ça pouvait certainement nuire à ma carrière, mais c'était mes choix. 6h, 14h et 14h, 22h, c'est un peu différent de ce qui se pratique habituellement dans les entreprises, parce que la plupart des autres entreprises qui font l'écart ont tendance à plutôt faire 5h, 13h et 13h, 21h. Le choix chez Christophe a été de faire un peu différemment, parce qu'on organisait, quand les gens travaillaient de 6h à 14h, ils déjeunaient sur le lieu de travail.
Donc ce qui était aussi un certain confort, on faisait de la journée continue, mais c'était un confort parce que la plupart des entreprises qui faisaient 8h, 13h, les gens quand ils quittaient à 13h, ils n'avaient pas mangé, il fallait qu'ils rentrent chez eux, qu'ils fassent la bouffe, qu'ils mangent. Que là, les gens sortaient un peu plus tard de chez Christophe à 4h, mais ils avaient mangé, ils pouvaient vaquer à leurs loisirs, leur jardin, etc. Y compris la même chose le soir, on rentrait à 22h de son travail, mais à 22h, on avait mangé. Donc c'est l'essentiel des différences entre les gens qui font 8-13 et qui là, enfin 5-13, là c'était 6-14, un peu décalé, mais avec un temps de repas aménagé. D'accord. Donc c'est quand même assez spécifique de l'entreprise. Oui. Comment qualifiez-vous vos rapports avec vos responsables, vos collègues, et également avec les personnes que vous aviez sous vos directives? Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions, tant à la fois au regard de mon activité, de mes responsabilités, et de l'évolution de ce que j'appellerais la vie au travail et les mentalités. D'accord. Alors, quand je suis rentré dans les années 70, le monde du travail et l'organisation de l'usine, mais c'était vrai un peu partout, était fortement inspiré par le taylorisme. Oui. Avec, et chez Christophe c'était pareil, avec une parcellisation des tâches forte, une dilution de la responsabilité dans un espèce de collectif. On travaillait à la chaîne et puis chacun avait peu d'initiative. Donc, parallèlement à ça, il y avait du coup une solidarité forte entre les gens, parce que comme ils étaient un petit peu dépersonnalisés dans leurs responsabilités, tous les problèmes, on les réglait, la responsabilité était collective, mais les solutions apportées étaient également collectives. Donc c'était toute l'époque où il y avait un syndicalisme fort, une solidarité forte, et donc il y avait, parallèlement à ça, peu de sollicitations extérieures. C'était pas encore des périodes où on n'était pas encore installé dans la société qu'on a appelée après de loisirs, etc. Donc pour la plupart des gens, le travail c'était central dans leur vie. La fraternité entre collègues était prédominante, et dans bien des cas, les gens se retrouvaient également dehors en tant que camarades, quoi. C'était un peu moins le cas pour nous. Mais enfin, moi j'ai vécu cette période quand même de solidarité forte. Et à cette époque-là, donc j'ai milité au syndicalisme dans l'entreprise, où j'étais délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, comité central d'entreprise, CHSCT. Enfin, j'avais des responsabilités assez importantes au sein de l'entreprise. Et parallèlement, j'avais également des responsabilités syndicales au niveau local. D'accord. Puisqu'il y avait, donc mon syndicat c'était la CGT. Et il y avait ce qu'on appelait une union locale, c'est-à-dire un endroit où il y avait une réunion interprofessionnelle de tous les syndicats des cantons de Pavilly, Duclair et Caudebec. Ça faisait quand même Et donc là, j'avais des responsabilités au sein de cette... À quelle période vous aviez ce genre de responsabilité ? Pareil, je dirais 80 à 1980 à... Attendez, quand j'avais 40 ans, à 95 à peu près. D'accord. Oui, c'est vers 95 que vous avez fait le tournant de carrière ? Oui. D'accord. 95, 96, par là. Je n'ai pas vraiment la notion des dates, parce que je vois plutôt un parcours avec une continuité qu'avec des échéances. Il faudrait vraiment que j'y réfléchisse pour trouver des dates repères, mais il n'y a pas de fait véritablement marquant qui se situe dans le calendrier, hormis le fait que je sois c'est plutôt pour moi, je vois mon parcours comme une véritable continuité. Voilà.
pour ça je suis un peu en difficulté sur les dates. J'avais aussi des responsabilités syndicales départementales, où j'étais membre de la commission exécutive du département. Je faisais de la défense des salariés auprès des conseils des prud'hommes et puis la cour d'appel de Rouen. C'est-à-dire que là, je faisais des permanences juridiques puis pour conseiller les gens, et quand il y avait des dossiers prud'hommes à monter, on faisait l'équivalent de ce que font les avocats, c'est-à-dire que on les conseillait, on montait les dossiers, ça allait jusqu'à plaider au conseil des prud'hommes et éventuellement plaider à la cour d'appel. Donc ça, j'ai fait ça pareil jusqu'à les années 95-97. Et puis j'avais quelques responsabilités nationales où j'étais membre je négociais des conventions collectives nationales de la BJO, c'est-à-dire bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. Donc tout ça pour répondre à votre question, de vous dire qu'à la fois à ces premières époques, la solidarité était non pas un vain mot, mais était des valeurs à la fois qui étaient partagées par l'ensemble des travailleurs, mais que je partageais et sur lesquelles je m'étais mis disponible. Et donc ensuite, il y a une seconde période qui est différente. Alors, après, pour parler des ambiances, après, je dirais comment je me situe là-dedans. Après, pour parler des ambiances, donc première partie de l'entreprise, fort taylorisme, travail à la chaîne, et les gens obligés de lever le doigt pour aller faire pipi parce qu'il leur fallait un remplaçant, quoi. Oui, c'est très rythmé et un peu... Et puis, voilà, dépersonnalisation de la responsabilité, puisque le produit, on n'en faisait qu'une petite partie, puis il finissait au bout, et il était bon ou pas bon, et puis on avait la responsabilité plutôt collective, et c'était plutôt les managers qui avaient les responsabilités que les individus. Après, chez Christophe, mais ça a été un peu vrai partout, on a cassé les chaînes pour responsabiliser les gens sur leur niveau de qualité, sur leur productivité. C'est-à-dire qu'auparavant, quand on était sur une chaîne, c'était un tapis ou une chaîne qui faisait la cadence. Oui. Que là, on a plutôt dit maintenant, vous allez avoir une tâche ou plusieurs tâches dans le cadre d'une polyvalence, vous serez responsable de la qualité de l'exécution de la tâche sur laquelle vous avez été identifié, et vous aurez une quantité de pièces à faire par heure ou par jour. Donc, du coup, on a un peu individualisé la responsabilité. Alors, c'était une vraie opportunité pour les gens parce que ils y trouvaient plus de sens, ils n'étaient pas prisonniers, ils avaient quelques laps de temps pendant lesquels ils pouvaient eux-mêmes organiser leur cadence. Encore une fois, ne serait-ce que d'aller aux toilettes, on n'avait pas besoin d'en référer, on allait aux toilettes quand on voulait. C'était donc un vrai sentiment de progrès. Mais au final, une vraie opportunité de productivité pour l'entreprise. Oui. Donc ça s'appuyait sur effectivement une forme d'émancipation, mais parce que la réflexion sur l'organisation du travail a permis de dire si on responsabilise les gens, on va améliorer la qualité. Potentiellement, on peut instaurer une espèce de niveau de compétitivité. En individualisant, on casse un peu les modes de fonctionnement trop collectifs. Oui. Donc voilà, c'était une phase d'individualisation. Cette phase d'individualisation dans les entreprises, elle était accompagnée par le mouvement politique et le mouvement social général. On a commencé, y compris, à moins instruire les gens dans du collectif, mais dans de l'individualisation. À l'école, on a individualisé, etc. Et puis, le résultat, c'est une société d'individualité qui vit aujourd'hui et des notions de solidarité qui ont bien reculé. Donc, voilà, évolution dans les entreprises, la même évolution dans la société, et donc parallèlement à ça, plus d'individualisme, moins une décroissance de la syndicalisation. Oui.
Et donc là, des mouvements sociaux un peu plus hiérarchiques, à la fois plus spontanés, moins maîtrisés par les organisations syndicales, moins codifiés, et puis au final, peut-être moins performants. D'accord. Alors, donc, ça, c'était la période où moi, j'ai parallèlement donc commencé à envisager ma carrière différemment, à me forcer, etc. Donc, je n'ai pas été directement confronté à l'individualisation du travail chez les artistes, mais moi, je commençais à accéder à des responsabilités, et du coup, j'avais plus des relations professionnelles essentiellement axées sur le professionnel et moins sur l'esprit de camaraderie et de solidarité. Mais il y avait quand même une ambiance positive au sein de... Chez Christophe, il y a toujours eu de la part des salariés, mais ce retour-là, on l'a toujours eu aussi de la part des visiteurs, parce qu'il y a encore un an, moi quand je faisais visiter l'usine, les principaux retours que l'on avait des visiteurs, au-delà de dire qu'on faisait des beaux produits, que c'était très beau, que c'était intéressant, que c'était produit de luxe, etc., les gens ont toujours reconnu que l'attachement professionnel des salariés, la fierté d'appartenir à Christophe, la fierté du produit et la fierté de son travail. C'est-à-dire que même si des fois quand il y a des visiteurs dans les ateliers ça peut faire un peu visite du zoo, là les gens ont toujours été ont toujours avec plaisir montré ce qu'ils faisaient, ce qu'était leur boulot, etc. Donc ça a toujours été toute ma carrière de chez Christophe Terre. Un fort sentiment de fierté de l'endroit où on travaille. Grand sentiment de fierté d'appartenir à une belle marque, Christophe, de fabriquer des produits gratifiants, parce qu'on fait des produits de luxe qui sont beaux, avec des savoir-faire qui sont restés très manuels, donc à la fois, voilà, Christophe, il y a eu quelques expériences malheureuses de tentatives de robotisation, d'ailleurs, j'en ai cassé. Moi, j'ai cassé des robots, j'ai fait démonter des robots pour remettre la place à l'humain. Non pas seulement parce que je trouvais que c'était l'humain la solution économique, mais parce que, en termes de productivité et de qualité, on avait aussi du mal avec les robots. Donc, qui avait imposé cette... un ingénieur à un moment qui a cru que c'était bien. D'accord, il l'avait mis... Donc, il avait mis des robots en cherchant à ce que les robots imitent la main de l'homme. On avait fait des robots avec de l'apprentissage et la gestuelle manuelle. Ça n'a pas très bien marché. Donc après, on était revenu à ce que, essentiellement, ce soit le travail manuel qui façonne les pièces. Alors, ça a du sens parce que on fait des produits de luxe. Donc ça veut dire qu'on arrive aussi à les vendre à un prix qui correspond à leur coût. Et puis, on a un niveau d'exigence de qualité qui est très bien. Mais juste pour vous donner une idée, pour fabriquer une cuillère chez Christophe Layenville passe à peu près dans 100 mains. D'accord. C'est-à-dire que 50 personnes vont physiquement intervenir. On ne va pas parler de l'ingénieur qui a écrit une gamme de production. Physiquement, une cinquantaine de personnes vont intervenir entre le premier qui réceptionne le métal et la dernière mise en boîte au conditionnement. Donc voilà, un sentiment de fierté et un sentiment d'appartenance à une belle marque et une belle usine. D'accord. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes dans l'usine ? Plus de 50%. Plus de 50%. Et est-ce qu'elles avaient des tâches spécifiques ? Alors, c'est un peu moins vrai maintenant. Je dirais même que ce n'est plus vrai maintenant, mais pendant très longtemps, les femmes avaient plutôt les tâches de main-d'œuvre. Il y avait peu de femmes dans la hiérarchie. Il y en avait même au début, il n'y en avait pas du tout. D'accord. Donc, par contre, à tous les niveaux, il y a toujours eu un salaire égal entre les hommes et les femmes.
C'est-à-dire que les gens... Voilà. Donc ça, c'est à qualification égale et il y avait toujours... Voilà. Par contre, il est vrai que quand on montait dans les postes de responsabilité, il y avait au début où j'ai travaillé, il y avait peu de femmes. Mais il y avait quand même des femmes dans le secrétariat Oui, voilà. Les tâches habituelles, secrétaire, comptabilité, et puis les travails en production. Mais dès qu'on arrivait dans du management, il y avait quelques femmes juste chefs d'équipe, mais dès qu'on arrivait à du management intermédiaire ou supérieur, il n'y avait plus de femmes. Donc ça, c'était au début. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, il y a une parité assez grande, quoi. Y compris, je crois que dans les cadres, oui, il y a autant de femmes que d'hommes. Donc les femmes pouvaient faire aussi des travaux sur le métal et... Ah oui, les femmes travaillaient en production. Oui. D'accord. Oui, sur les postes de production, il y a les femmes et les hommes travaillaient dans les mêmes conditions, sans souci. D'accord. Et est-ce qu'elles étaient considérées différemment que les travailleurs hommes? Non. Il n'y avait pas de... Il y avait de temps en temps, il y avait de temps en temps une attention particulière qui est liée, s'il y avait des ports de charge importantes, il y avait ce genre de choses où effectivement on allait préserver les femmes, y compris que la législation nous l'impose, mais même sans ça, on l'aurait fait. Par contre, non, les gens qui étaient en production, c'était indifféremment à partir du moment où les charges physiques étaient compatibles, c'était indifféremment des hommes et des femmes à rémunération égale. Donc à considération égale. Et avec vos collègues, ça se passait bien? Et ça se passait bien entre les hommes et les femmes sans aucun souci. Alors, ça a même été, à l'époque, l'entreprise, les recrutements étaient relativement jeunes. Il y a eu plein de couples, Christophe, qui se sont formés. Voilà. Toute une période assez anecdotique des relations entre les hommes et les femmes dans une entreprise où il y a moitié homme, moitié femme. C'est intéressant de voir qu'il y a des... Il n'y a pas que dans les médias et dans de bonnes relations, voilà, c'est ça. Il y a des cancans particuliers. Et est-ce que vous aimiez aller travailler? Oui. Oui. Ouais. Dès le départ? Oui, dès le départ, j'ai aimé travailler pour des raisons différentes. Pas pour aller mener mon activité de technicien maintenance, enfin, quoi que ça m'intéressait quand même, c'était pas dénué d'intérêt, mais c'était pas ma motivation. Ce qui me motivait essentiellement, c'était à la fois le fait que ça me permettait de me nourrir, que ça me permettait de m'épanouir dans la relation aux autres, avec l'organisation syndicale, essentiellement. Et comment qualifieriez-vous votre lieu de travail? Vous voulez... En quelques... le décrire et comment il était, comment vous le perceviez? Est-ce que c'était vous étiez dans un environnement confortable, sain? Alors... Est-ce que ça a évolué aussi? Alors, Christophe, d'abord, était une entreprise donc, neuve, avec créée par une entreprise ancienne. C'est-à-dire que l'entreprise Christophe avait beaucoup de recul sur ce qu'était son métier, ses produits et ses savoir-faire. Donc, quand ils ont créé Christophe, à Yainville, il y a eu peu de tâtonnements dans la mesure où ils savaient à peu près où ils voulaient aller, quelles nouvelles méthodes ils voulaient mettre en place, dans quelles erreurs ils ne voulaient pas retomber, etc. Et puis, il y avait donc aussi de l'argent pour investir. Donc, dès le départ, on a fait une usine que j'aurais tendance à qualifier de modèle, y compris encore aujourd'hui, quand on passe devant chez Christophe, on ne peut pas dire que l'environnement soit désagréable. Donc la volonté, c'était une usine à la campagne, mais moderne, où le bien-être des travailleurs allait être pris en compte, où les conditions de travail allaient être prises en compte, parce qu'il y a des ateliers de polissage, mais comme on dit vulgairement, on mangerait par terre. D'accord, oui. Très... Voilà.
Donc, y compris avec la propreté propreté importante, il y a des aspirations à tous les postes de travail, etc. Donc, avec un souci important des conditions d'hygiène. Et la sécurité aussi. De sécurité aussi. Vous pensez qu'elle est assez développée? Est-ce que c'était quelque chose d'important pour l'entreprise? Ah oui. C'était un point majeur fondamental? Oui, ça a toujours été un point important. C'était une entreprise qui, au-delà des obligations légales, par exemple, il y a toujours eu des responsables de sécurité, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des gens dont le métier est de faire de la prévention, de la formation. Et les gens, en recherchant des solutions plutôt collectives qu'individuelles. Il y a des équipements spécifiques que doivent porter les employés? Oui, mais ça, c'est de la protection individuelle. D'accord, ça dépend de chaque atelier. Alors, en fait. Bien sûr, malheureusement, on y est contraint à ce que les gens ont des protections individuelles. Enfin, ça dépend lesquelles. Par exemple, s'il s'agit de mettre des gants quand on va manipuler de la ferraille, il est évident qu'il faut mettre des gants. Par contre, je pensais notamment à ce qu'il y a traditionnellement dans les entreprises où il y a beaucoup de bruit, qui sont mettre des bouchons d'oreilles, des trucs comme ça. À la fois, c'est effectivement indispensable pour préserver la santé des salariés, mais c'est parfois aussi le constat d'un échec d'une protection collective, dans la mesure où il serait préférable de travailler à la prévention et à la réduction du bruit à la source, plutôt que de dire on fait du bruit puis maintenant tu te protèges. D'accord. Mais oui, donc c'est plutôt dans la tendance à préférer la sécurité collective? Oui, c'est ça un peu l'esprit, mais il n'empêche qu'il y a eu de tout temps les moyens pour chaque salarié de se protéger individuellement, aussi bien... Oui, c'est essentiel. De se protéger du bruit, se protéger la peau avec les vêtements appropriés, etc. Enfin, je dis ça et c'est pas tout à fait juste parce que au début où j'ai travaillé, la prise de conscience de la dangerosité du bruit, elle n'était pas aussi évidente qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, aussi bien la médecine du travail ne l'avait pas forcément identifié, les gens qui travaillaient sur l'ergonomie non plus, et les salariés non plus. Donc pendant un temps, on a exposé plein de travailleurs au bruit, et maintenant combien il y a de gens qui ont 70 ans et qui ont travaillé dans l'industrie et sont sourds. Voilà, c'est ça. Donc, alors, pour ça, moi, pour répondre à votre question, oui, il y a eu de tout temps une réflexion et des actes volontaires de prévention et d'amélioration des conditions de travail, dans la mesure de la prise de conscience des problèmes. Parce que quand on n'avait pas perçu que le bruit était aussi dangereux, on ne s'en protégeait pas. Par contre, il y a eu l'accompagnement dès qu'on en a pris conscience. D'accord. Et sinon, oui, c'est une usine qui reste... que l'on ouvre de temps en temps à la visite. Oui. Donc qui est... Depuis toujours ou à partir d'un certain temps? Il y a 40 ans, le tourisme industriel... Oui, il n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, donc toutes ces choses-là sont faites avec l'évolution de la société, où effectivement, on a commencé à avoir des demandes de tourisme industriel. Il y en a énormément en ce moment, Christophe est loin de répondre... Parce qu'encore une fois, c'est pas un zoo, on ne met pas les travailleurs sous cage, et puis la finalité, c'est pas celle-là. Mais ça, pour dire que comme on ouvre l'entreprise quand même à la visite, c'est un élément de plus pour avoir une usine qui soit propre, qui soit rangée, etc. Je vous en parlais tout à l'heure, les aménagements extérieurs, c'est vrai que les pelouses sont impeccables, sont tenues, il y a eu un effort d'intégration dans le territoire. Dans le territoire, et ça c'est venu dès le départ, dès que la conception de l'entreprise avait été intégrée avec les arbres, etc. Donc ça c'est important. Ce qui est aussi un élément important pour la maintenance du site dans sa qualité la qualité de l'environnement de travail, c'est que c'est une entreprise assez paradoxale parce que on est dans un parc naturel, mais elle était classée Céveso. Oui. Elle ne l'est plus depuis un an.
Et par contre, elle était ISO 9001 et 14001, et donc ça veut dire qu'elle était très attentive, organisée à la fois sur les méthodes de management suivant les référentiels de qualité, mais aussi soucieuse de son impact sur l'environnement. D'accord. Et donc maintenant, on va passer plutôt aux identités qui sont liées à l'usine, mais qui sont entre les deux, entre votre parcours professionnel et personnel. Donc vous m'avez dit que vous avez fait partie d'un syndicat et d'un groupe politique également. Oui. C'est-à-dire que j'étais adjoint au maire de la commune à laquelle du Trait. Je travaille, oui, le Trait. J'avais comme responsabilité l'enfance, la jeunesse, la culture, la scolarité. En quelle année? Ouais. Je suis désolée avec les dates, mais environ à quelle période? 77. Donc, attendez, non, plus que ça. 87, 90. D'accord. 87, 90. Je pourrais vous le redire, ça me paraît tout ça. D'accord. Et c'était important pour vous de concilier justement syndicalisme, politique? Oui, ça avait une vraie cohérence. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez connu des grèves importantes? Oui. Pendant... ça va être parallèle à ce que je vous expliquais un petit peu de l'évolution, c'est-à-dire que quand il y avait une organisation qui amenait les gens à être beaucoup plus solidaires, il y avait de temps en temps, il y avait régulièrement des revendications et de temps en temps des mouvements un peu plus durs qui s'articulaient. Donc il y a eu, moi j'ai connu des grèves de 15 jours. Enfin, ça n'a jamais été des mouvements très durs qui pouvaient... En parallèle avec des événements nationaux ou... Alors, dans un premier temps, non. Dans un premier temps, c'était plutôt lié aux revendications salariales. Après, il y a eu le mouvement dont je me souviens qui a été le plus long, lié à des mouvements nationaux, c'était en 81 sur l'application des 40 heures. Non, l'application des 40 heures, ça devait être en 82. Où il y avait eu la décision de passer... c'était au passage... Oui, il y avait eu déjà un mouvement assez fort sur les 40 heures, et puis après il y en a eu un autre fort sur les 35 heures, quand dans un premier temps le gouvernement n'avait pas prévu qu'il soit compensé à 100%. Et ça se traduisait comment dans l'usine? Alors, quand il y avait des grèves, dans l'usine, et que le mouvement... Alors, soit c'était des grèves que syndicalement on appelle perlées, c'est-à-dire des petites grèves avec des petits moments d'1 heure, 2 heures, etc. Mais puis après, quand le mouvement se durcissait, donc là, c'était grève avec occupation de l'usine. Et donc là, il y avait piquet de grève à l'entrée de l'usine, des gens qui passaient la nuit dans l'usine, tout ce qu'on a pu voir à travers, avec un bidon pour faire brûler des pneus, toutes ces choses-là. Il y avait aussi le fait que, dans la mesure où l'organisation de Christophe à Yainville est une unité de production dans un groupe qui... dont le siège social est à Paris et dont les principales fonctions régaliennes sont à Paris, c'est-à-dire ce qui est marketing, commercial, etc. C'était essentiellement un site de production. Et la distribution des produits Christophe à travers le monde entier se faisait sur une plateforme à Paris. Ça veut dire que ce que Christophe Yainville produisait chaque jour partait dans un camion. Voilà. Donc, immédiatement, quand les gens occupaient l'usine, ils prenaient en otage les productions d'encours. Forcément, oui. Mais avec le changement justement de position de technicien à directeur, comment ça a évolué pour vous, votre positionnement dans les grèves ou dans les revendications?
En tant que technicien, alors quand moi j'ai commencé à être technicien, c'était le début de la période plus d'individualisation, oui, de baisse de la syndicalisation, et donc là il y a déjà une raréfaction des actions. Il y avait déjà, oui, beaucoup moins d'actions collectives, où l'essentiel des actions collectives, et quand il y avait des petites grèves, j'ai plus connu moi de grandes grèves, mais les petites grèves étaient liées au moment des négociations obligatoires annuelles. Et puis, lorsqu'il y avait des menaces de plan social ou de réduction des effectifs. Donc ça, c'était encore des moments où les gens se battaient fort. Sinon, pour le reste, le taux de revendication avait quand même bien baissé. Et donc moi, quand j'ai été technicien, il y a des grèves que j'ai suivies. Mm-hmm. Et d'autres, lorsque les revendications ne me paraissaient pas légitimes, je ne les ai pas suivies. C'était vraiment... ça dépendait vraiment... C'était vraiment, en définitive, en fonction de ce que je trouvais comme intérêt et justification à la revendication et à sa méthode de négociation que je le faisais ou pas. D'accord. Après, quand j'étais directeur de l'usine, je n'ai pas eu à affronter des grèves. Le évidemment, je n'aurais pas été en grève. Oui, forcément, oui, c'est un statut différent. À partir du moment où j'ai eu des responsabilités fortes, directeur de production, directeur de l'établissement, il n'y a pas de grève. Je ne veux pas dire que c'est le fruit de oui, mon travail, mais ça a été... Dans un climat social plus apaisé. Oui, voilà. D'accord. Y compris, c'était marrant parce que quand j'étais le directeur, je me retrouvais autour de la table, par exemple, quand il y avait les réunions de comité d'entreprise, avec d'anciens collègues délégués. Oui. Donc c'était... Oui, donc voilà, donc ma volonté c'était d'être relativement transparent et d'expliquer les choses, de leur donner du sens et puis de chercher à l'adhésion plutôt qu'à la décision par contrainte. Et est-ce que vous faisiez partie d'un club interne à l'entreprise, comme du sport, de loisirs Alors, c'est quelque chose qui s'est très peu développé chez Christophe. D'accord. Il y a juste eu quelques années où il y a eu une équipe de foot, oui, mais qui n'a pas duré très longtemps, qui faisait du corpo. Au départ de leur... Oui, plutôt au départ, oui. Et dans les premières années. Et puis, alors après, et il y a eu après, pendant 2 ans, une équipe corpo qui a fait du bowling. D'accord. Sinon, il n'y a jamais eu de club au sein de l'entreprise corpo. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que chez Christophe, les gens sont entrés tôt et relativement jeunes, et il y a eu peu de turnover. Donc, la moyenne d'âge a pratiquement pris 1 an chaque année. D'accord. Donc, la population salariale a vieilli en même temps que l'usine. Donc, à un moment, les gens étaient plutôt célibataires, après ont été mariés, ont eu des enfants, après on fait plus ou moins de sport. Donc, non, moi, j'ai pas fait de sport au sein de l'usine. Par contre, ce qui était organisé de temps en temps, quand il y a les premières années, c'était par exemple, il y avait de temps en temps un tournoi de foot en terre-service, des choses comme ça. D'accord. Mais auquel moi j'ai participé quand j'étais à la maintenance, je faisais partie de l'équipe de foot de la maintenance, et puis on faisait un match par an, qu'on fait une rencontre inter-atelier. Il n'y avait pas vraiment un développement de beaucoup de clubs à l'intérieur. Voilà, non. Par contre, comme on était dans un environnement, tout l'environnement autour de Yainville est assez porteur de nombre d'associations sportives et culturelles. Là, les gens faisaient ça à l'extérieur. Vous faisiez partie d'activités à l'extérieur? Moi, j'ai fait du sport en compétition et en loisir. J'ai fait un paquet d'années de compétition en volleyball. Donc dans un club à Barentin. Après, j'ai créé le club de volleyball du Clair, j'ai créé le club de volleyball du Trait. Voilà pour le sport. Est-ce que vous vous retrouviez entre collègues? Non.
Au volleyball, quand on a joué à Duclair, oui, il y avait quelques collègues, mais c'était fortuit. C'était à la base, moi je venais, quand je jouais à Barentin, où j'ai fait de la compétition, j'ai fait de la compétition jusqu'à l'âge de 27 ans. Ça c'est précis. C'est ça, oui. Donc là, à Barentin, j'avais aucun collègue. Et quand j'ai monté le club à Duclair, eh ben, j'ai parlé autour de moi de dire tiens, ce serait bien de monter un club. On a fait quelques années de compétition, essentiellement du loisir. Donc là, il y avait, d'une façon fortuite, quelques collègues qui étaient venus, mais c'était pas un recrutement chez Christophe, c'était parce que c'était ouvert à la société, et forcément, et ben, les travailleurs de Christophe, ils s'inséraient dans la vie sociale de leur commune. Et il y avait une sociabilité propre quand même, à Christophe. Que les gens se retrouvaient pour faire des activités ensemble, pas forcément sportives. Non. Ça n'a jamais été dans... Alors, autant comme on retrouve dans certaines entreprises, où il y a des clubs des anciens, des choses comme ça, chez Christophe, il n'y a rien de tout ça. D'accord. Il n'y a rien de tout ça. Si, les gens se sont retrouvés à l'extérieur. Alors, si, parfois, il y a des gens qui ont établi des camaraderies ou des amitiés à l'extérieur. Mais ça restait la problématique individuelle. D'accord, oui. Et donc, il n'y a jamais eu de jamais eu de coopérative des travailleurs ou club des anciens, un truc comme ça. Donc, dans quel type d'habitat viviez-vous? Moi, j'ai habitat maison individuelle. Maison individuelle, vous y sentiez bien? Oui. D'accord. C'était pas une maison fournie par l'entreprise? Non, il n'y en avait pas de maison. Non, pas comme au trait, d'accord. Non, il n'y avait pas... Alors, moi, vous aviez commencé à me poser les questions de ce que je faisais à l'extérieur, donc j'ai fait du sport. J'étais adjoint au maire. J'ai travaillé dans beaucoup d'associations. Oui. J'ai milité dans beaucoup d'associations, essentiellement culturelles. Voilà. Et puis, ce qui était aussi au-delà du syndicalisme, toute la partie qui était défense des travailleurs prud'hommes et choses comme ça, qui était assez chronophage. Et qui faisait faire des allers-retours à Rouen. C'est ça. Oui, parce qu'on allait jusqu'à la cour d'appel. Je suis allé juste une fois en cour de cassation, mais quand on va en cour de cassation, c'est sur dossier et on ne plaide pas. D'accord. Donc, j'ai pas eu... Maintenant, je vous parlais du départ de l'usine. Oui. Vous êtes, pourquoi vous avez quitté l'entreprise? Alors, au départ, j'avais l'intention d'aller... la retraite était à 60 ans, ça a fait l'objet de... Vous êtes parti en quelle année? Je suis parti l'année dernière, au mois d'octobre. D'accord. Et donc, moi, je suis toujours fortement attaché au départ à la retraite à 60 ans. J'y ai milité, j'ai manifesté, y compris par exemple quand j'étais directeur d'entreprise, s'il y avait des manifs qui avaient du sens pour moi à Paris, j'allais manifester. D'accord. Voilà. Vous gardiez vos convictions personnelles. Oui, mais bon, je ne m'affichais pas. En tant que Christophe. J'allais pas forcément, s'il y avait le syndicat Christophe, j'allais pas forcément manifester sous leur même bannière, mais on se croisait sur la manif. D'accord, c'était un peu. C'était un arrangement en fait. C'était pas un arrangement, c'est que ça me paraissait pas ma place. Pas ma place avec l'organisation. Voilà. Par contre, ça me paraissait, je sentais bien avoir ma place dans la manif. D'accord. Donc, ma conviction personnelle, c'était que la retraite à 60 ans, c'est un acquis social qu'il faut absolument préserver, même s'il est déjà un peu... Oui. Mais à titre personnel, j'avais l'intention de faire plus. D'accord. Et parce que je m'éclatais dans mon boulot. Et puis voilà. Et mon épouse et moi, on a le même âge. On est nés à 15 jours d'écart. On est nés en 54. Et elle a eu des gros soucis de santé. Elle a eu pendant un moment, elle a eu des soucis de santé et elle a pris sa retraite. À 60 ans. Et donc moi j'envisageais peut-être de faire 2-3 ans, continuer à travailler, elle à la maison. Alors, quand on était confronté aux soucis de santé qu'elle a eu, et puis au fait que moi je partais le matin bosser, et puis elle était à la maison,
je me suis posé la question de dire c'est peut-être un peu incongru, on pourrait peut-être profiter ensemble de nos loisirs et voilà. Donc du coup, fin de l'année 2014, j'ai discuté avec la direction générale de Christophe, avec le PDG, et je lui ai dit, écoute, je vais partir à la retraite cette année, et au plus tard le 31 décembre. Donc ça, on était au mois de décembre, j'ai dit, au plus tard, je pars le 31 décembre de l'année prochaine. 2014, ah non, 2015. 2015. Donc je lui dis, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir partir, mais qu'on assure une continuité dans l'entreprise. Donc, ensemble, on a regardé l'alternative possible, qui était de dire, est-ce que mon remplaçant, on a un candidat potentiel dans nos murs, ou est-ce qu'on passe par un recrutement extérieur? Donc la décision a été de dire, on passe par un recrutement extérieur. Donc à partir de ce moment-là, je lui ai dit, écoute, toi, tu recrutes. Moi, j'aurai un œil sur la personne qu'on recrute, à savoir que je la rencontrerai pour me donner mon avis. Et quand elle sera recrutée, je vais faire un parcours d'accompagnement. D'accord. Donc c'est ce qui s'est passé. Ils ont trouvé assez vite un candidat qui allait bien, qui est arrivé au mois de 1er août, je crois. Et donc, je l'ai accompagné pendant août, septembre. Au départ, on avait prévu un accompagnement plus long, mais comme ça se passait très bien, et que le but, c'était lui avoir passé le relais, mais je n'ai pas voulu non plus que ça dure trop longtemps pour qu'il soit amené à mettre ses pas dans les miens. Au contraire, je voulais qu'il garde toute sa personnalité, toute son originalité, et tout l'intérêt de l'œil neuf venu de l'extérieur, que ce ne soit pas un copier-coller. Donc, j'ai décidé de partir au 1er octobre. Et je suis parti au 1er octobre 2015, il y a un an. Presque là, oui. Juste. Donc ça s'est vraiment très bien passé dans la mesure où ça peut paraître privilégié. Ce qui est important quand on part, c'est de pouvoir... c'est plus vrai quand on a un travail manuel que moi. Donner le savoir-faire. Mais non, quand même, d'avoir le sentiment qu'on transmet son savoir-faire pour les ouvriers, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, c'était important pour moi aussi parce que, en définitive, Christophe, c'est mon usine, c'est ma vie, mon usine. Puis j'en étais finalement le directeur du lieu. J'avais pas envie de voir un certain nombre des valeurs partir, même si j'avais plus les leviers, je pouvais plus décider. Mais de pouvoir accompagner mon successeur, ça me permettait au moins de lui transmettre ce qu'étaient les us et coutumes et nos bonnes pratiques. Même si lui, effectivement, il avait déjà une expérience de directeur de boîte d'une autre boîte, il avait un savoir-faire. Moi, je n'avais pas forcément des choses à lui apprendre en termes de savoir-faire. Il vient de Saint-Gobain. D'accord. Et donc, je n'avais pas forcément à lui apprendre le boulot de directeur, mais lui apprendre, ne serait-ce que ce qu'étaient nos spécificités, les qualités, nos forces, nos faiblesses, la qualité des gens. Donc, j'ai pu l'accompagner pour apprendre à connaître les gens, pour que les choses se fassent sans violence, aussi bien pour lui que pour les employés. Donc ça a vraiment été un départ dans les conditions idéales. C'est ça, oui. Au moment où j'ai voulu, dans les conditions que j'ai voulu, avec une période de recouvrement pour... C'est ça, oui. Donc, une dernière question. Oui. Quel est le mot ou l'expression qui, selon vous, représente le mieux votre expérience de travailleur chez Christophe?
En un mot. Un mot ou une expression, assez court, mais... Parcours atypique et épanouissant. Ça vous va? Oui, très bien. Merci beaucoup. Voilà. Je peux vous laisser ce que j'ai écrit. Vous retrouverez pas mal des choses. Si vous avez besoin... il y a des choses qu'on n'a pas abordées par rapport au questionnaire. C'était... on peut toujours, c'était les relations de l'usine dans le groupe. Enfin, je voulais un tout petit peu aborder parce que ça faisait partie de vos questions. C'est parce qu'en fait, c'est pas vraiment avec le rapport... Enfin, nous, notre rapport, c'est plus sur la carrière. D'accord. Moins sur le... Non, par contre, si vous avez des documents, ça nous intéresse aussi. Ah non, moi, j'ai pas de... je suis parti... D'accord. Je suis parti... Alors, aussi, ça peut continuer... ça peut faire poursuite à ce que l'on disait sur mon départ à la retraite. Oui. Donc, je suis parti à la retraite donc, avec le sentiment, c'est un peu bateau, mais du devoir accompli, donc je ne sais pas si on peut dire ça, mais enfin, bon, j'étais content de partir. Et avec les gens de mon entourage, et moi un petit peu, mais moins que les gens de mon entourage, les gens étaient inquiets de dire mais comment tu vas faire, tu bosses 55 heures la semaine, tu es à fond dedans, et comment tu vas faire pour rebondir. D'accord. La veille de mon départ, j'étais encore à fond dans mon boulot, je défendais un dossier à la préfecture. Il aurait été impossible à quiconque qui m'aurait vu de deviner que le lendemain, j'avais fini ma carrière. Par contre, le dernier jour, j'ai vidé mon ordinateur et vous avez tout laissé là-bas? Oui, et j'ai tout laissé là-bas parce que ça ne me parlait pas. J'ai vidé l'ordinateur et le lundi, j'étais dans une autre vie. Oui. Jamais ne m'a manqué le boulot. D'accord. J'avais plein de projets. J'avais déjà des associations assez chronophages vous avez déjà... qui me sollicitaient, etc. Je leur disais quand j'aurai du temps. Donc j'ai repris des responsabilités associatives plus importantes. J'avais identifié que je voulais apprendre le bridge. J'apprends le bridge. D'accord. Donc j'avais identifié. Et en l'espace de... la première semaine de ma retraite, elle a consisté à partir en voyage. On est parti faire une croisière en Croatie, donc on était parti en voyage. Et quand je suis revenu de vacances, ça y est, la page a été tournée et ça m'a plus jamais manqué. La seule chose que je fais de temps en temps, c'est que je mange avec le directeur qui me remplace. D'accord, puis on fait pour un petit faire point un peu... Oui, donc la césure n'est pas non plus... Si, elle est complète, mais vous gardez des liens. J'ai gardé, on a mangé 2 fois au restaurant ensemble, y compris parce que, pour faire un petit point avec lui, pour voir comment il avançait, pour voir s'il y avait des choses qu'il avait besoin d'entendre ou d'éclaircir. Et puis, y compris, je l'ai entendu dire avec plaisir que tout ce que je lui avais vendu, c'est bien tout ce que je lui avais dit, méfie-toi de ça, fais ça, mais il m'a dit tout ce que tu m'avais dit, c'est vraiment ce que je vis, et donc je te remercie de m'y avoir préparé. D'accord. Je vais couper. Voilà, vous pouvez couper. Merci beaucoup, je vous remercie.